Très bien. Donc, dans l'agenda d'aujourd'hui, ce qu'on va proposer, c'est premièrement une introduction à la céréalisation dans l'industrie pharmaceutique, parce que la céréalisation a déjà existé pour d'autres industries, et puis pour des raisons qu'on va évoquer, le pourquoi du comment, ça a été aussi déployé dans l'industrie pharmaceutique. Puisqu'on va parler de la céréalisation en Europe et les exigences de la FMD, Falsified Medicine Directive, c'est une directive pour combattre la contrefaçon des médicaments. On va parler du système européen et aussi le système européen qui est un portail vers des bases de données nationales et qui sont connectées à des utilisateurs finaux et des grossistes, donc qui n'est pas un utilisateur final, mais qui utilise aussi le service de ce portail et le service de la base de données nationale. On va voir aussi une vue d'ensemble à la gestion des alertes FMD en quelques points clés. Principalement parce que la gestion des alertes est propre à chaque industrie, ce qui veut dire que chaque industrie pharmaceutique, chaque titulaire d'autorisation de mise sur le marché a sa propre façon en interne de gérer les alertes. Mais il y a des grandes lignes qui sont communes. Ça reste quand même une exigence réglementaire de répondre et d'investiguer ces alertes. Et finalement, dernier point, ce sera les prochaines étapes ou les challenges qui vont apparaître dans la céréalisation, plus spécifiquement pour l'Europe. Très bien, donc la céréalisation dans l'industrie pharmaceutique. On a toujours pensé que la céréalisation existe uniquement, plutôt la contrefaçon la céréalisation des médicaments a été introduit en Europe donc depuis la publication de l'article de la directive européenne en 2011 et puis ça a été mis à jour en 2016 et donc il y a pour but de combattre la contrefaçon des médicaments qui est une problématique mondiale de santé publique et aujourd'hui nous avons de plus en plus de pays qui sont embarqués dans la céréalisation des médicaments. Nous avons le Brésil mais aussi l'Indonésie, d'autres pays de Golfe, peut-être le Canada aussi. Donc voilà, nous avons pensé que, on pense peut-être que la contrefaçon des médicaments touche uniquement, principalement les pays sous-développés ayant un système de santé fragile, mais il y a un taux qui est très important de contrefaçon repérée en Europe, aux US, qui ne sont pas des pays développés. Pardon. Donc voilà, c'est quoi la céréalisation? La sérialisation est un moyen d'identifier l'authenticité d'un médicament. Donc, on va mettre un code sous forme de données qui sont visibles à l'œil nu, mais aussi encodées dans une data matrix. Et lors de la vérification de chaque boîte de médicaments avant dispensation par un utilisateur final, qui soit le pharmacien, soit l'hôpital, on va pouvoir identifier est-ce que ce médicament est authentique ou pas. Pourquoi on l'a déployé? Donc, on a bien évoqué que c'est une problématique mondiale qui touche plusieurs pays dans le monde. Les médicaments sont importants pour la santé, mais malheureusement, quand ces médicaments sont contrefaits, ça va causer selon l'Organisation mondiale de la santé, ça cause jusqu'à 1 million de morts par an parce que les principes actifs ne sont pas, parce que ça contient des substances qui sont toxiques ou parce que c'est pour des maladies qui sont assez graves et c'est pas le médicament lui-même qui tue, mais c'est plutôt la non-assistance.
l'utilisation c'est la non-assistance, il n'y a pas de principe actif et donc la maladie n'est pas guérie. Il faut comprendre aussi que c'est un business qui est lucratif, qui rapporte beaucoup d'argent, qui est bien organisé et l'estimation par l'Organisation mondiale de la santé est de l'ordre de 75 jusqu'à 200 milliards de dollars. Donc voilà, chaque boîte de médicaments a un numéro de série qui est identique, qui est propre à cette boîte-là. Mais on a aussi l'identifiant unique. Souvent on parle d'identifiant unique, c'est quoi? C'est l'addition c'est le code produit plus le numéro de série. Donc ça va encore renforcer l'algorithme et renforcer l'authenticité de ce médicament, de cette identification. Peut-être nous pouvons lancer le premier sondage. Oui. D'accord. Donc, je vous laisse répondre à ce sondage. « 70% des participants ont voté, donc peut-être qu'encore quelques personnes veulent se prononcer. Ensuite, nous pourrons clore et tu pourras montrer les résultats. Oui, il y a encore une personne qui vient de voter, deux, ouais. Ah. Ah, ça monte. Bon. Je pense que tu peux montre clore le les sondage. résultats. Il y a 85% des participants qui ont répondu. Donc, voici les résultats. Clairement une très nette proportion de personnes qui sont titulaires d'autorisation mise sur le marché et qui produisent directement des médicaments ou je te redonne la parole, Waiba. Font appel à pardon, ils font appel à des. Donc, quand on est MAH, on est fabricant du médicament, mais aussi on est employeur on va dire, de sous-traitants pour fabriquer des médicaments. Donc voilà, c'est vrai qu'on pose cette question parce que les deux organismes sont affectés de façon très différente par la sérialisation et les alertes de la FMD. Les alertes de la FMD sont remontées aux titulaires et non pas aux fabricants, titulaires d'autorisation de mise sur le marché, pas aux fabricants. Mais lors de l'investigation, on a bien sûr besoin de l'implication. C'est un acteur qui est très actif de l'investigation des alertes. On a besoin de l'implication d'un CMO, donc qui est Contract Manufacturing Organization, et c'est les sous-traitants ou les fabrications avec autorisation. Donc voilà, qu'est-ce que cela reflète en ce qui concerne le système. Il faut comprendre que la sérialisation est un système de bout à bout, end-to-end process. Ça veut dire que à chaque transaction physique est accompagnée par une transaction ou event électronique. Donc, on a le titulaire d'autorisation de mise sur le marché avant de mettre son produit, le marché qui est une exigence réglementaire. On va faire une déclaration. Donc, on va déclarer ce produit et on va envoyer les données de ce produit. Donc, on a bien vu quelles sont les données. Par exemple, c'est le batch number, le lot, numéro de lot, l'expiry date, le serial number et aussi bien sûr le product code ou on appelle global or national trading item number, qui est le product code, le code produit. Aussi d'autres data qui sont formatées dans la data matrix. Donc voilà, on remarque qu'il y a plusieurs transactions. Là, c'est une déclaration
on a le manufacturer, on a fait une présentation qui est plutôt simple, simplifiée du système, bout à bout. Donc, on a le système européen qui est un portail vers une base de données nationale centrale. Donc, ça peut être la France, ça peut être l'Allemagne, Portugal. Aujourd'hui, nous avons 29 pays, donc 29 systèmes qui est différents, qui sont impliqués qui sont connectés européens. Nous avons l'Italie et la Grèce qui seront onboardés en 2025. Donc, il y a une déclaration et puis après, lors du transport, avant d'envoyer, il y a une vérification qui doit être faite pour vérifier que les données sont bien envoyées, qu'on a bien respecté l'article 33 de la FMD, qu'on est bien compliant. Et puis, le produit arrive chez un grossiste. Ça peut être 2 grossistes. Mais voilà, de façon simplifiée, un grossiste. Le grossiste doit donc effectuer aussi une vérification pour être sûr, voilà, l'erreur est humaine, de vérifier que ces boîtes de médicaments sont bien reportées dans le hub et ce qu'on a entre les mains est un produit authentique. Et lors de la transportation, au cas où il y a un autre grossiste ou une autre organisation, donc il y a toujours des vérifications qui sont faites. La dernière transaction, et donc, c'est une vérification pour dispensation de médicaments. Donc, il va interroger le portail pour interroger plutôt le système national pour interroger et pouvoir vérifier l'authenticité de ce médicament avant de le remettre au patient. Donc, voilà, en vue globale, nous avons 5 niveaux. Il y en a aussi certains qui parlent du niveau 0 qui est l'action, enfin, Iva, excuse-moi, oui, on t'avait pardon. on avait perdu quelques secondes quand tu commençais à montrer le petit logo de la pharmacie et des hôpitaux. Il y a eu une petite coupure de son et on t'a perdu quelques secondes. Pardon. Donc, je reprends. Lorsqu'il y a le médicament arrive chez le pharmacien, avant de le remettre au patient, donc il y a une vérification qui le pharmacien est connecté à la base de données nationale. Donc, si c'est un pharmacien en France, il est connecté à la base nationale en France, qui est connecté au portail européen. Donc, il va interroger le système pour pouvoir vérifier que ce qu'on a entre les mains est un médicament authentique et puis après, pouvoir le remettre au patient. Donc, dans ce système-là, on est sûr que ce qu'on est en train de délivrer au patient est un médicament qui est sûr et qui n'a aucun risque sur la santé. Donc voilà le système, comment il est représenté et qu'est-ce que cela représente par rapport à des niveaux. Donc en bleu, c'est les 4 niveaux qui existent dans l'entreprise. Donc c'est propre à chaque entreprise. Chaque entreprise a sa façon de gérer la sérialisation et l'agrégation en interne. Et puis après, il y a le niveau 5 qui sont des interfaces externes. Donc, on va commencer par le niveau 1 qui est au niveau des équipements. Donc, dans chaque site de production, il y a bien des équipements qui doivent être présents pour pouvoir répondre aux exigences de la sérialisation. Il y a des caméras qui sont sur la ligne de production. Il y a des imprimantes pour pouvoir imprimer les boîtes, le packaging, les données de data matrix. Et le scanner pour pouvoir vérifier les transactions sur la ligne de production. Il y a le niveau 2 qui est le packaging et les logiciels qui sont utilisés pour la sérialisation. Chaque entreprise utilise une solution adaptée à ses besoins. Donc, la sérialisation et l'agrégation sur la ligne de production. Donc, on produit, puis on fait l'emballage, il y a une vérification. Et puis, sur le niveau 3, c'est soit sur un site de production, soit un site de distribution. Il y a des transactions qui sont faites, et ça, on est encore dans l'entreprise, il y a des transactions, donc c'est soit lors de la production, donc on doit déclarer qu'on a ces données-là, les données, les commandes, ce qu'on appelle le work order, et la configuration des données. On a une base de données centrale à l'échelle corporate qui va répertorier
qui sont connectés. Donc, c'est des interfaces avec chaque site de production, chaque site de centre de distribution, qui va répertorier, donc c'est une base de données qui va répertorier toutes ces numéros de série et les données qui sont connectées avec, et qui vont être interfacés avec des systèmes, avec les autorités de santé. Donc, son cas de les US, c'est FDA, pour le Brésil, c'est un visa. Et donc, aujourd'hui, puisqu'on parle de système européen, donc c'est bien l'IMVIO. Donc, il y a des interfaces, là, c'est externe à l'entreprise, c'est des interfaces entre le système corporate propre à l'entreprise et le système externe qui répond aux besoins réglementaires d'un pays ou d'un ensemble de pays. Donc, le système européen, European Medicine Verification System. On peut va le présenter présenter. un nouveau sondage avant d'attaquer la présentation, je pense. D'accord. Sur comment votre entreprise gère-t-elle les alertes? Alors, pour ceux qui remplissent autres, peut-être vous pouvez marquer dans l'interface question quel type de système de gestion vous utilisez. Et nous pourrons dire à diffuser l'information aux autres si vous voulez partager ce type d'information. Alors, 80% de votants, je pense qu'on peut... Ah, ça monte un peu quand même, encore un peu. On laisse un petit peu de temps pour les participants pour avoir l'information, peut-être. Oh, il y a peut-être des gens qui... Ah, on monte 90 quand même. Vas-y, tu peux envoyer le résultat. Okay. Partager. Donc, nous avons une bonne moitié qui a un outil dédié, un tiers de Excel et certains qui utilisent d'autres. Je serais intéressée de savoir les autres options. Non. Bah, si quelqu'un veut partager l'information... c'est peut-être que des emails, pas des emails, mais oui. Oui, probablement. On peut ouvrir le son pour quelqu'un qui souhaiterait nous expliquer quels sont les autres systèmes qu'ils utilisent. Levez la main dans le chatter. Non, oui. Je ne sais plus si c'est ce qu'il veut. Bon, peut-être plus tard, quand on aura l'occasion d'échanger. Ah si, on a une question. On a... Quelqu'un a répondu système interne de gestion des déviations. D'accord. Donc on peut dire oui, c'est pas vraiment un outil. D'accord. Ok. Bon, bah, je vais fermer le sondage comme ça. Oui, bah, merci tu peux beaucoup. continuer. Très bien. Donc la présentation de l'IMVIO ou l'IMVS, parce que le système IMVS, c'est le hub européen plus les systèmes, les bases nationales. Donc le premier point, c'est le fonctionnement. Donc c'est le premier système au monde qui offre une interopérabilité entre plusieurs pays ou plusieurs systèmes. Il faut savoir que chaque pays a sa propre réglementation, même si le système est unique, il y a un seul, et les guidelines sont différents d'un pays à un autre aussi. Ça, c'est un challenge pour l'entreprise. C'est une non-homogénéité des systèmes européens. Il faudrait s'aligner avec la différentes réglementations et à différents systèmes.
29, quand 5 systèmes différents, d'accord, mais quand il y a 29 guidelines différents pour les entreprises, bon courage, il faut le faire. Il faut savoir, c'est un besoin réglementaire aussi. L'opérabilité, donc aujourd'hui, il y a une version qui est en cours, c'est le 1.8. Et le déploiement de la version 1.9 est planifié pour fin mai 2021. Il faut savoir aussi qu'il y a 40 change requests qui sont en cours, mais ces 40 change requests ne veulent pas être déployés tous dans 1.9, mais dans le scope de 1.10 jusqu'à 1.12. 1.10, bon, le scope est déjà défini plus ou moins avec des priorités. Le scope de 1.11 et 1.12 va être défini bientôt et communiqué bientôt. Le problème qu'il y a eu lors de chaque montée de version, donc c'est une adaptation, ça veut dire qu'il y a des incidents, c'est une probabilité d'incident. On l'a bien remarqué dans la version 1.8. Donc l'incident a fait que il y a eu une augmentation de flux des alertes. C'est des alertes atypiques qui n'étaient pas, donc c'est une adaptation, qui n'était pas reçue auparavant. Nous allons voir ça ensemble. Et cela nécessite aussi des efforts additionnels pour les titulaires d'autorisation de mise sur le marché pour pouvoir s'adapter et répondre à ces change requests. La gestion des alertes. Donc voilà, il y a... Oui. J'ai une question, Waiba. L'IMVO utilise un processus agile de développement pour ces versions 1.8, 1.9 jusqu'à 1.12. Le backlog, pour les gens qui connaissent un petit peu l'approche agile, le backlog de la version 1.10 est défini. L'objectif étant de fournir de réaliser cette version 1.10 pour décembre 2021. Par contre, je ne sais pas, est-ce que tu sais quelles sont les échéances des versions 1.11, 1.12? Est-ce que ça, c'est déjà défini? Je sais que le backlog est en cours de définition dessus. Donc, c'est un des objectifs depuis la dernière réunion de l'MVO. Mais est-ce que tu as une idée des releases de ces versions? Est-ce que c'est planifié ou pas du tout? Pas encore planifié, il n'y a aucun... Oui, ce n'est pas encore planifié, il n'y a aucune information par rapport à ça, pour le moment. D'accord. Ok, excuse-moi de t'avoir interrompu, je te redonne la parole. Pas de souci, bien sûr. Bienvenue. Donc voilà, la gestion des alertes qui représente un enjeu important pour les titulaires, pour les entreprises titulaires d'autorisation de mise sur le marché. Et comme il y a eu plusieurs soucis, donc cela a été pris en compte et il y a un projet qui est en cours afin d'alléger l'impact des alertes sur les industriels, les entreprises pharmaceutiques. Et donc, le but, c'était de consolider toutes ces alertes et unifier le process de gestion des alertes pour qu'on puisse pas répondre à 29 guidelines différents et qu'on puisse avoir une seule approche, un seul système et qu'on puisse opérer dans ce système-là. Comment cela va impacter les entreprises? Voilà, nous avons tous vu qu'il y a des entreprises qui utilisent leurs propres outils. Donc, est-ce qu'il y aurait besoin de création d'interfaces entre les systèmes internes et le système européen pour pouvoir reporter sur la base de données européenne? Cela implique aussi un changement de processus interne de la gestion des alertes parce qu'on est habitué à avoir notre propre et là on doit s'adapter à la nouvelle façon de faire dans le hub européen. L'engagement, c'est important pour le hub européen là, qui s'engage à avoir un alignement de process entre toutes les parties prenantes, que ce soit le end user, que ce soit les manufacturers, que ce soit les grossistes. Il s'engage sur une amélioration continue du process et surtout, et ce qui est plus important, la réduction des fausses alertes. Nous allons voir ça ensemble après. Comment cela va être impacté dans pour les industriels de santé. Donc, ça va faciliter l'investigation des alertes. Ça va maximiser l'efficacité de la gestion des alertes. Et enfin, garantir une investigation complète et auditable. Distribution des alertes de l'IMVS avant la version 1.8.
Donc, avant le déploiement de cette version, les entreprises titulaires d'autorisation de mise sur le marché reportent un nombre important de ce qu'on appelle des fausses alertes. C'est des alertes qui sont causées malheureusement par des utilisateurs finaux ou par des grossistes sur la ligne de la supply chain. Et c'est des alertes qui sont causées par des problèmes de système, de software, de scanner chez le end-user. Malheureusement, c'est un nombre qui est très important, qui nécessite de ressources, qui nécessite des ressources financières, humaines, qui nécessite du temps pour pouvoir investiguer, sachant que l'investigation de ces alertes est une obligation réglementaire pour les entreprises titulaires d'autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle les MH, Market Authorization Holder. Et donc, on est obligé, enfin, les entreprises sont obligées d'investiguer ces alertes, mais le problème, c'est que ces alertes sont causées hors leur périmètre. On ne peut rien reporter d'autre à part dire que nous n'avons pas fabriqué ce numéro de série. Ce numéro de série ne nous appartient pas. Donc, le MAH, dans ces cas-là de fausse alerte, ne sait pas ce qui s'est passé chez le end-user. On n'a pas de visibilité sur le système du end-user et donc on peut donner aucune information supplémentaire par rapport dans l'investigation. Donc voilà, ce qu'on veut dire, c'est que beaucoup de travail pour une valeur très minime. Donc, les alertes de la FMD, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, donc ça remonte généralement lors d'une vérification d'un pharmacien ou l'hôpital. Lorsqu'il y a un échec de vérification, il y a une notification qui est générée par le système de vérification du hub européen et puis vers le manufacturer pour vérifier, mener une investigation pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cet échec de vérification. Les alertes qui étaient reçues avant la version 1.8, c'était principalement pour l'identification d'impact. Donc, on voit qu'il y a quelque sorte 3 types des alertes qui sont liées à l'identification, les alertes qui sont liées à un status change, donc un changement de statut d'impact, et d'autres numéros de série dupliqués pour le moment qui n'est pas utilisé ou qui n'a pas eu lieu. Donc, les impacts de la release 1.8, c'est qu'il y a eu une nouvelle configuration qui a induit un changement de la propagation des alertes. Donc, la valeur qui était préalablement générique, donc A99, qui disait tout simplement possible quand tu fais, de possibilité de contrefaçon qui doit être investiguée, qui est utilisée. Donc, aujourd'hui, nous avons d'autres valeurs qui sont visibles, qui étaient invisibles aux titulaires d'autorisation de mise sur le marché, et donc les entreprises étaient un peu surpris par ce type d'alerte. On ne savait pas comment entretenir, et surtout qu'il y avait un changement d'horodatage pour ces incidents, et donc ça induit à une transmission d'anciennes alertes de ce type qui étaient dans le fil d'attente qui n'étaient pas transmis. Lors de cette version, donc on a plus de visibilité sur les différents acteurs et les alertes qui viennent des différents acteurs. On a une nouvelle répartition des taux d'alerte, donc c'est plus entre 80 et 90 de taux d'alerte. Donc on voit bien les alertes aussi qui proviennent des problématiques procédurales, techniques des grossistes ou des entreprises titulaires d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Donc, il y a aussi une nouvelle classification et identification des alertes reçues par les systèmes nationaux. Donc, grâce à les nouveaux codes, c'est en quelque sorte plus facile de repérer ce les plus génériques possible quand tu fais. Mais on sait que ça a rapport à un batch ou un double décommissionnement, donc il y a plus de visibilité et une nouvelle classification. Nous pouvons lancer 2 petits nouveaux sondages. Alors, hop.
Est-ce que vous avez observé plus d'alertes techniques depuis la version 1.8 du hub européen? On vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Ça monte doucement, voilà. Est-ce que des gens veulent encore s'exprimer sur son sondage? N'hésitez pas. Ouais, je pense que les votants ont arrêté de voter. Ah non. Je précise, c'est anonyme, hein, évidemment, hein, le sondage. Ouais, je pense que je peux le terminer, vu que les chiffres ne bougent plus vraiment. Donc, voici les résultats. Donc on a quand même une petite majorité qui ne constate pas d'augmentation. Je peux aussi... Waiva, tu as un commentaire par rapport à ces résultats? Est-ce que c'est étonnant? Oui, c'est étonnant parce que il y avait ça a creusé. Ouais, Alors je peux lancer le corollaire de ce sondage, son petit frère, sur le pourcentage de fausses alertes constatées ce jour. Une bonne minute, je pense que je peux fermer le sondage, même s'il n'y a pas moins de la majorité des participants ont voté. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas constaté, je peux comprendre. J'ai vu aussi, en attendant que tu publies les résultats du sondage, j'ai vu quelqu'un qui avait levé la main. Monsieur Joël Ducassou, je vais vous ouvrir votre micro si vous avez une question à poser ou un commentaire à apporter. Merci. Oui, c'était juste pour dire que je pouvais pas répondre au sondage. J'avais pas la main. Ah, d'accord. Vous n'arrivez pas à cocher les petits clics Non, je peux pas. Ah, désolé. Problème technique, je suppose. Certainement. Ce n'est pas que dans la sérialisation qu'il y a des problèmes techniques. Hein. Comment? Ouais, il n'y a pas de problème. Je referme votre micro. Pas de souci? Pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voici les résultats du sondage. Une situation bien partagée apparemment. D'accord, je suis.
Si ça Très bien, t'inspire des commentaires ou des réactions. Alors, un instant. Pardon, excusez-moi, comme j'étais en plein écran, je ne pouvais pas voir le sondage. Oui. Les résultats, Wahiba. Alors, on a 11% inférieur à 80, 33% entre 80 et 90, 33% entre 90 et 95, et 22% de 95 à 99, et personne ne dépasse 99. Ok. Voilà, Tu peux remettre en plein écran si tu veux. Je vais te redonner la main en présentation pour pouvoir continuer ton exposé. Donc, on est arrivé plus ou moins à la dernière slide, parlons des problématiques des alertes A7, avec le code A7, qui correspond à un changement de statut, et c'est surtout lorsqu'il y a un double décommissionnement ou plusieurs tentatives de décommissionnement de la même boîte. Cela peut être chez l'utilisateur, peut être causé par l'utilisateur final, mais aussi par les entreprises titulaires d'autorisation de mise sur le marché. Donc, souvent, il y a ce qu'on appelle des bulk un décommissionnement d'un lot ou une grande quantité d'un lot à la fois. Et donc, ça cause des alertes. C'est un problème de procédure. L'autre point, c'est qu'il y avait aussi une file d'attente de toutes les données des alertes A7, mais pas uniquement A7, les autres codes aussi qui sont transmises par les systèmes nationaux. Et cette file d'attente contient toutes les données depuis la FMD. Donc, il a été reporté qu'il n'est pas nécessaire de mener une investigation parce que l'ordre des alertes, pour vous donner juste, non, c'était l'ordre des millions qui étaient dans la file d'attente. C'était des millions d'alertes qui étaient dans la file d'attente du système européen, qui a causé d'ailleurs un incident et que le système européen était inaccessible. Donc, il a été jugé qu'il n'est pas nécessaire de mener une investigation, perdre du temps et documenter ces alertes, parce que la plupart sont causées par des incidents et surtout aussi par rapport à le changement de l'eurodatage. Et aussi une recommandation, c'est pas une obligation, de ne pas traiter ces types d'alertes et surtout avec une date avant 2021. Le but du système européen, c'est de donner plus de visibilité, plus de clarté sur le système et ne pas alourdir les entreprises avec plus d'alertes. Donc, les prochaines... Un petit dernier sondage avant d'aller vers l'avenir, si ça ne t'interroge pas. Bien sûr. Pensez-vous que les prochaines releases vont permettre un allègement des alertes? On reste sur un délai d'1 minute pour répondre à la question. Nous avons 2/3 des participants qui ont répondu. Je vais vous partager les résultats. Et nous avons un joli 50-50. D'accord. Ça reste très départagé, oui. Oui, parce que le but, c'est toujours, bien sûr, le but, c'est l'amélioration continue, et puis après, on se retrouve face à des incidents et que ça rajoute des problématiques pour les entreprises. Je te redonne la main, Wahiba.
Oui, merci beaucoup. Donc, prochainement, les prochains défis, ce qui va se passer bientôt. Premier point, je dirais que c'est le Brexit et le maintien de flux de distribution de supply chain dans l'Irlande du Nord, qui n'est pas dans le scope du Brexit. Mais le flux est le même. Donc, comment départager, comment dissocier l'Irlande du Nord de UK sans vraiment toucher dans le flux de salaison est un vrai challenge, c'est un vrai défi pour les entreprises. Des discussions qui sont toujours en cours sur ce qui est à faire. La prochaine aussi, prochain défi, c'est les outils de gestion des alertes qui restent propres à chaque entreprise. Donc, quelle est l'approche qui va être prise par les entreprises? Est-ce qu'on va créer des interfaces systèmes? Est-ce qu'on va décider finalement de plus utiliser les systèmes en interne et utiliser juste le système européen? Donc, aller directement se connecter directement sur le système et mener l'investigation, et puis on n'aura plus besoin de l'outil en interne. Donc voilà, quelle direction prendre? Ou bien pour les entreprises qui n'utilisent pas d'outils spécifiques, par exemple Excel, quelle décision, vers quel chemin on y va? Et pour information, il y a une mise à jour du guide pratique, il y a une vidéo sur la gestion des alertes qui sera diffusée fin de ce mois ou début de mois prochain, avec un retour sur expérience de 2 ans. Donc c'est un retour qui est riche, et tout sera consolidé tout est pour but d'améliorer le processus de la gestion des alertes et faciliter, alléger pour les entreprises titulaires d'autorisation de mise sur le marché. Donc voilà, j'espère que ça a été pas très long. Merci pour votre attention et voilà, merci pour votre participation aussi.